Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Petit point actualité avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vendredi prochain, ce vendredi 17 avril à 18h, je vous donne rendez-vous ici sur la chaîne YouTube pour le premier live de la lecture commune des Misérables qui portera sur le tome 1 Fantine. On sera en bonne compagnie puisque Perceline sera avec nous et on va débriefer ensemble ce premier tome des Misérables de Victor Hugo. Analyse, comparaison avec d'autres œuvres, je vous ai préparé plein de belles choses et j'espère que ça vous plaira. Et j'espère qu'on sera le plus de monde possible pour profiter ensemble de ce chef-d'œuvre de la littérature. Je filme le matin et c'est la première fois. Donc la lumière, je sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas il fait beau, c'est le printemps. Vous entendez sûrement les oiseaux chanter, c'est parfait pour la thématique de cette vidéo puisque je vais vous proposer une sélection de lectures que je considère parfaite pour cette saison qui est ma préférée. Et comme j'adore les sélections thématiques slash saisonnières, voilà, j'étais obligée de vous faire cette vidéo, surtout que j'ai déjà fait une vidéo avec des livres parfaits pour l'automne. J'ai fait une vidéo aussi avec une sélection de livres hivernaux. Et j'imagine que je ferai, je pense, une vidéo pour l'été. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, puisque j'ai moins d'idées pour l'été pour l'instant. Donc ça va venir. En tout cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour cela et je vous donne rendez-vous tout de suite pour aller voir, si ce n'est pas déjà fait, mes sélections automnales et hivernales, dont je vous mets le lien en haut, en bas, vous avez l'habitude. Comme la dernière fois, j'ai divisé cette vidéo en différentes catégories, en différents thèmes printaniers. Et je vais commencer par vous parler de quelques classiques que j'associe au printemps. Je ne pense pas être la seule. Peut-être que je suis biaisée par les différentes adaptations et dérivés de l'univers de cette autrice, mais quand je pense printemps, je pense Jane Austen et notamment Orgueil et Préjugés que j'ai ici entre mes mains, qui est son roman le plus connu. Parce que j'adore l'adaptation en film de Joe Wright, c'est la version avec Keira Knightley. C'est mon film doudou, je l'ai dû le voir, je pense 15 fois. Et j'associe ce côté cosy, un peu ironique d'Orgueil et Préjugés, ce côté nature qui a beaucoup, puisque le personnage d'Elisabeth adore marcher, et ça je me reconnais beaucoup en elle pour ça, et la nature est très bien mise en scène dans le film de Joe Wright. Donc voilà, tous les Jane Austen je les mettrais dedans, sauf peut-être Northanger Abbey qui est une parodie du roman gothique, donc je le mettrais plutôt en automne. Mais sinon, ouais, clairement, Orgueil et Préjugés en tête et les autres également. Découvrez Jane Austen si ce n'est pas déjà fait. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, c'est une saga que vous commencez sûrement à connaître si vous êtes dans l'univers littéraire sur Bookstagram ou Booktube. Mais je vais vous parler bien entendu de la saga Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery qui est éditée chez les éditions Toussaint Louverture dans ses magnifiques éditions. Alors, j'ai mis le tome 2 et le tome 3 pour ces couvertures magnifiques qui sentent le printemps à plein nez et peut-être que ça m'a biaisé dans mon choix. J'ai pas mis le tome 1 parce que le tome 1 il fait plus penser à l'automne et c'est peut-être le fait que Anne a cette citation très connue qu'elle dit que je suis heureuse de vivre dans un monde où octobre existe. Voilà, donc je pense à l'automne. Mais en vrai, ce côté vraiment réconfortant, cosy, un peu routine à l'époque de cette petite fille qu'on voit grandir d'un tome à l'autre, avec l'éclosion des sentiments amoureux, notamment dans celui-ci. Voilà, jeunesse, nature, amour, amitié, tout ça, c'est des choses qui me font penser au printemps.
un autre classique que j'aime beaucoup au point où il a inspiré l'un de mes romans et que j'ai ici dans une édition originale qui m'a été offerte par Perceline. Il s'agit du Grand Maulne d'Alain Fournier, un classique de la littérature française où on suit un narrateur, François Sorel, qui nous raconte l'histoire d'Augustin Maulne, surnommé le Grand Maulne, et c'est lui le véritable héros de l'histoire. Un jour où il va se perdre dans la forêt, dans la campagne, il va tomber sur une maison de maître, une maison de gens, une famille assez riche qui organise une grande fête où il y a plein de gens, de promenades dans la nature, de jeux avec les enfants, une promenade en bateau sur l'étang, enfin il va se perdre dans cette fête, il va tomber amoureux d'Yvonne de Gallet qui est la fille des maîtres des lieux et il va rêver pendant des mois après de cette demeure dans laquelle où il s'est perdu en fait, il sait plus comment il est arrivé là et c'est presque un rêve, une parenthèse hors du temps et il va essayer de retrouver cette jeune fille et la vie va les séparer. Voilà, c'est un roman sur l'éclosion de l'amour, de la jeunesse, mais également des fois des quelques ratés de la vie si on avait fait un autre choix et les déceptions et les... C'est un roman qui est à la fois beau et mélancolique comme je l'aime. Et c'est cette parenthèse hors du temps, cette parenthèse onirique presque, et ce côté en fait éclosion des sentiments amoureux et l'amitié entre le narrateur et Augustin, qui me fait penser à cette idée du printemps et là c'est le côté mélancolique aussi, mais Alain Fournier malheureusement c'est la seule œuvre qu'on lira de lui puisqu'il est mort en 14-18, en 1914, au tout début de la guerre. C'est waouh, c'est un très beau roman que je vous conseille, encore une fois, pareil. Je lis des classiques et je vous conseille les classiques qui, je pense, seront vont séduire. Et enfin, pour terminer cette partie sur les classiques, un magnifique ouvrage que vous connaissez sûrement grâce au studio Disney, puisque c'est l'un de leurs premiers dessins animés l'adapte. Il s'agit de Bambi de Félix Salten, et ici illustré par Benjamin Lacombe. Donc Bambi, c'est une vie dans les bois. Et de base, regardez, cet ouvrage est magnifique. De base, avant d'être un dessin animé, c'est bel et bien un roman qui est écrit, donc c'est un Autrichien, Félix Salten, qui décrit donc la fameuse histoire de Bambi, ce petit fan qu'on suit depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte. Et on va suivre en fait sa vie avec sa maman dans les bois, dans cette forêt où il va croiser plein d'autres personnages. Il va apprendre, il va grandir et il va aussi apprendre le danger des humains et le fameux personnage du chasseur que vous connaissez, si vous connaissez le dessin animé, le trauma d'enfance, est vraiment écrit, c'est une menace vraiment terrible, enfin, dans la façon dont c'est décrit, qu'on est du point de vue de ce petit fan. Enfin, l'ouvrage est sublime et quand je pense Bambi, voilà, je pense ce fan, donc ce petit animal qui naît au printemps, tous les animaux de la forêt, la nature qui est sublimée dans les descriptions, vraiment tout ce monde, ce royaume dans la forêt. Voilà, et je l'avais lu au printemps, c'est pourquoi je vous conseille de lire Bambi. C'est quelque chose, le texte est d'une immense qualité. Ne pensez pas que juste parce que c'est un dessin animé Disney, juste pour ça que c'est un livre qui doit être forcément pour les enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas forcément. Petite parenthèse pour vous dire que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur ce que j'appelle les livres Ghibli, c'est-à-dire les livres qui seraient parfaits pour être adaptés par les studios Ghibli à travers leur atmosphère, leur thématique, leur univers. Alors j'ai en recité quelques-uns que j'ai déjà cités dans la vidéo Ghibli, mais pas tous, mais en gros cette vidéo est complémentaire à celle-ci puisque j'associe l'ambiance des studios Ghibli avec la saison printanière.
Donc voilà, pourquoi pas la regarder après cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas. Je vais en citer quelques-uns ici, mais je vais pas m'attarder trop dessus puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et dans cette vidéo sur les livres Ghibli, je m'aperçois que je n'avais pas parlé de Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin, qui est un roman qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Il avait gagné le PLIB de l'année de sa sortie, je ne sais plus c'était en quelle année par contre. Et j'aime beaucoup Prospérine, virgule point, c'est un côté très cosy, très malin, une fantaisie autour des mots que je n'avais vu nulle part ailleurs. On suit du coup cette fameuse Prospérine qu'on voit sur la couverture qui vit en fait dans un roman, c'est des univers dans des romans, et là on est dans le village de Denis Mimo. Et donc c'est la fille Prospérine, elle est de la famille des virgules points, à ne pas confondre avec les points virgules, mais en fait dans chaque livre, en fait, il y a des univers à travers les mots. Donc il y a par exemple, chaque livre a sa capitale où toutes les personnes qui vivent à la capitale parlent en lettres capitales. Voilà, enfin, et elle tient en fait une boutique, elle est fleuriste, et du coup, cette image de fait des fleurs, des plantes qui ont chacune une personnalité, et automatiquement ça me fait penser printemps, et il va avoir un meurtre, c'est un cosy mystery, un peu fantasy. J'en lis très peu de cosy, mais pour le coup celui-là je l'avais bien aimé, donc voilà ce côté cosy, mystery, mais printanier, malin, un univers hyper novateur. Ouais, c'était une charmante lecture. Maintenant on passe à la deuxième partie que j'ai intitulée un peu tout ce qui va être ode à la nature, mais vous allez voir c'est une nature qui est mise en scène, sublimée, mais qui va être aussi liée à travers les personnages, la thématique, à tout ce qui va être la féminité, la sororité ou encore la maternité. C'est très spécifique, mais c'est des choses, que ce soit la nature, le personnage féminin et ses liens avec la famille ou l'amitié, et des thématiques très féminines. Pour moi, j'associe ça au printemps. Et il y a par exemple Hamnet de Maggie O'Farrell. Vous en avez peut-être entendu parler puisque il y a quelques mois est sorti au cinéma l'adaptation réalisée par Chloé Zhao avec Maggie O'Farrell également au scénario, et l'actrice Jessie Buckley a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle d'Agnès. Donc là, ça se passe en 1596 dans la campagne anglaise, et on suit donc Agnès qui est mariée à un célèbre dramaturge de la Renaissance anglaise qui n'est jamais nommé, mais vous le reconnaîtrez sûrement. Et ça commence en fait quand la petite fille d'Agnès tombe gravement malade. On comprend rapidement que c'est comme la peste, et du coup Agnès et son fils Hamnet et son autre fille, son aîné, vont tout faire pour sauver la petite. J'en dis pas plus, mais il faut savoir que Hamnet, c'est un véritable hommage à un personnage d'une mère qui voit son enfant en danger, son enfant mourant. C'est un véritable hommage en fait à cet enfant perdu, cet enfant qui a existé réellement, mais qui on ne sait pas trop grand chose sur cet enfant. Mais elle fait un lien entre la réalité, dans tout ce qu'elle a de triste, de mélancolique, avec un des classiques les plus connus de la littérature, du théâtre anglais. Là, vous savez sûrement deviner la parentalité auquel je fais référence dans le titre. Voilà, et j'ai adoré le personnage d'Agnès, ce personnage de mère, d'épouse, mais aussi et surtout en tant que femme, une femme qui est un peu considérée comme marginale puisque elle est plus âgée que son mari, ce qui est notable quand même pour l'époque, et aussi pour son lien avec la nature. Elle a un côté un peu guérisseuse, un peu sorcière entre guillemets, et la nature est magnifiquement décrite dans Hamnet. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi l'affiche qu'il y a eu du film qui reflète bien en fait cette présence de la nature.
Donc voilà, c'est un roman que j'ai trouvé bouleversant. Dans le même genre de roman où la nature est un personnage, j'ai lu récemment un roman de Ronces et d'Épines de Lucie Barat aux éditions du Typhon. Je vous en reparlerai plus en détail dans un update lecture qui va être consacré un peu aux romans de ce genre. Lucie Barat, j'avais eu un immense coup de cœur pour Le Chien Noir, son précédent roman chez les mêmes éditeurs, qui est un conte gothique et une sorte de fantaisie baroque. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur la fantaisie baroque d'ailleurs. Donc j'ai voulu lire cet autre ouvrage qui est cette fois un hommage aux contes, aux fabliaux, aux récits du Moyen-Âge, aux contes et légendes du Moyen-Âge, avec ces deux jumelles, ces deux jeunes filles qui vivent recluses dans leur château, dans la forêt. Et il y a toute cette omniprésence de la nature qui fascine, qui fait peur, qui est sublime, la nature qui peut être à la fois amie mais aussi cruelle. Et dans cet ouvrage, le printemps est un personnage. Donc j'ai été obligée de le mettre dans cette vidéo. Voilà, ça commence comme ça. Au commencement était le printemps, un beau matin de printemps. Un beau matin de printemps où le soleil reverdit la grisaille de la nuit, au premier jour du mois de Marie, donc le mois de mai, l'épouse du Seigneur a donné naissance. Voilà, donc ça commence avec une naissance de ces jumelles et on les suit tout au long de leur enfance et de leur adolescence. Et c'est un roman qui est hypnotique et je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut se laisser porter. Ça parle de sororité, ça parle de maternité, ça parle d'amour, différentes formes d'amour. Et c'est une expérience, quoi. Ensuite, un roman que je n'ai plus en mon possession parce que je l'avais emprunté à une amie, mais je pense que je vais la racheter parce que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de La Terre qui penche de Carole Martinez. C'est le seul roman d'elle que j'ai lu pour l'instant, mais je sais que je lirai tout ce qu'elle a fait. Ça se passe en fait dans un domaine, donc au Moyen-Âge, je crois, de mémoire, je pourrais plus vous dire quel siècle, puisqu'il y a différents romans qui se passent dans ce même domaine, ce domaine des murmures, mais pas à la même époque. Et on va suivre en fait une double narration entre la narration dans le passé d'une petite fille et la narration de cette même petite fille qui est devenue une vieille âme depuis sa tombe. Et on comprend qu'au bout d'un moment, la petite fille est décédée et du coup au fur et à mesure que la petite fille raconte son histoire par le passé et la vieille âme raconte la même histoire mais avec son recul de vieille âme des siècles qu'on passait dans sa tombe, voilà, on a cette histoire de cette petite fille qui va quitter sa demeure pour aller épouser un petit garçon de son âge qui vit dans ce domaine des murmures au milieu de la forêt. Et elle est entourée d'adultes qui sont inquiétants et qui un peu, il y a des figures un peu ogresses quoi, hyper inquiétants. Enfin franchement, et il y a cette innocence de l'enfance qu'on retrouve dans la petite fille et également dans ce petit garçon qu'on comprend. Enfin moi j'ai compris qu'il était sur le spectre autistique, donc il est considéré un peu comme un aliéné par cette société de l'époque. Et il y a un côté très innocent, très pur dans leur amitié qui va naître. Et la description de la nature, alors ça se passe au bord de la Loue. Et si vous connaissez, c'est pas loin en fait, c'est dans tout, vous voyez la région le Jura, le Doubs, non loin de Besançon, c'est là-bas. Et moi je suis allée plusieurs fois en vacances là-bas. Et il y a des scènes, il y a des passages du roman qui se passent dans des lieux que j'ai visités. J'ai visité la source de la Loue qui m'a inspirée pour un de mes romans que j'écris. Donc c'est un côté vraiment, cette ambiance de la nature qui me parle beaucoup. C'est une région que j'aime beaucoup. Et là, ouais, on a ce côté, l'enfance, la petite fille, cette féminité dans un monde qui fait peur, un monde d'hommes. Vraiment, les personnages masculins sont impressionnants et représentent une sorte de menace aussi pour cette petite fille seule avec ses hommes. Et également cette poésie, cette innocence de l'enfant, cette beauté de la nature. La plume de Carole Martinez est magnifique, c'est vraiment une ode alors
On n'a pas de terme, je crois, en français, mais c'est l'enfance des petites filles. Les Anglais, ils ont girlhood. Voilà, c'est pas womanhood ou childhood, c'est girlhood, vraiment. L'enfance mêlée d'une petite fille qui se découvre. Lisez Carole Martinez. Et j'enchaîne avec une autrice et son roman dans lequel on retrouve beaucoup de Carole Martinez, je trouve. Il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic. Je pense que ça peut être une lecture de printemps ou d'automne. C'est ce genre de romans qui sont dans des entre-deux et du coup correspondent parfaitement à la saison, aux saisons des entre-deux que sont le printemps et l'automne. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les livres Ghibli. Je vais pas m'attarder trop dessus, mais voilà, c'est un roman à la plume sublime, poétique, et qui met très bien en scène cette nature. Ça se passe en fait dans la campagne autour de Nice. Cette nature, cette sororité de très beaux personnages féminins complexes. Voilà. Lisez du Thé pour les fantômes. Ensuite, j'aborde la partie qui va être tout ce qui va être conte et faillerie. Puisqu'il faut savoir que moi j'associe des thématiques des univers à des saisons. Alors pour le coup, pour moi l'automne c'est tout ce qui va être littérature fantastique, gothique, horrifique, alors que le printemps c'est tout ce qui va être conte et réécriture de contes, merveilleux du coup, fantaisie et tout ce qui va être le petit peuple, les fées, les failles, voilà. Donc c'est pour ça que là pour le printemps j'ai plein de titres à vous proposer. Et bien sûr je ne peux pas vous parler de tout ce qui est faillerie sans citer Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Je l'ai pas mis dans les classiques puisque je comptais en parler ici pour introduire cette sélection, ce chapitre. Voilà, enfin, une comédie de Shakespeare qui met en scène le peuple des Fae avec Oberon et Titania, leur dispute, et en parallèle, il y a ce carré amoureux entre ces jeunes gens qui s'aiment, qui se fuient, qui fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Vous voyez l'idée. Et du coup, les faées vont mettre leur petit grain de sel là-dedans. J'adore Le songe d'une nuit d'été, j'adore le film qui en a été fait avec Michel Pfeiffer en Titania. J'adore l'ambiance qui s'en dégage. Donc voilà, et ça a été une inspiration, vous allez voir, pour plusieurs titres qui vont suivre. Dont notamment la duologie du clairvoyage d'Anne Fakhouri, qui met en scène plusieurs personnages du songe d'une nuit d'été, dont Puck, qui est un peu le petit farfadet, larbin, bouffon d'Oberon, qui prend la forme d'un corbeau dans le clairvoyage. Et ensuite donc Clara, une petite fille qui après la mort de ses parents va basculer dans le monde étrange, fascinant, inquiétant des faées. Je vous en ai déjà parlé aussi dans la vidéo Ghibli, donc je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, la présence de la faillerie est magnifiquement décrite dans cet ouvrage. Et comme on suit une petite fille qui grandit, notamment ça a traité dans le tome 2, pas pareil, l'enfance et la puberté vers l'adolescence, c'est quelque chose que j'associe également au printemps, les premiers mois amoureux, etc., etc. Là, deux ouvrages que je vous présente ensemble, encore du francophone, je suis contente parce que j'ai quand même pas mal de titres francophones à vous proposer. Il y a en premier lieu La Fée, Lapi et le printemps d'Elisabeth Ebory. Alors là, c'est dans le titre, Fée, printemps quoi. Et il y a également Fée, Weed et Guillotine de Karim Berouka. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je les mets ensemble, parce que dans les deux cas, on va suivre des fées, mais sur un ton très humoristique, des fées un peu marginales, parce qu'elles vont être en lien avec notre monde à nous. Marginal, mais un peu inquiétant, cruel, on voit qu'elles n'ont pas du tout les mêmes règles que nous. Je vous présenterai pas des faits. Désolée, c'est le point Sarah J. Maas. Je ne vous présenterai pas dans cette sélection les faits hyper sexy de Sarah J. Maas, par exemple, qu'elle a popularisé, qu'on voit partout maintenant, parce que c'est pas ça les faits de base.
Donc il n'y aura pas ça chez moi. Là, c'est des fées un peu farfadées, voleuses, inquiétantes, puissantes, voilà. Là, par exemple, on a une fée qui débarque en fait dans le bureau d'un détective privé et lui demande de localiser sans autre indice, une fille sans autre indice qu'un sourire malicieux. Et on comprend en fait qu'il y a des trafics, comme dire, des bébés qui ont été changés, donc faut retrouver un bon bébé, tout de mémoire. Il y a plein d'autres personnages de créatures du monde des fées qui arrivent. Ça a ce côté un peu changelin qu'on connaît chez les fées, où les fées échangent des bébés humains contre des bébés fées. Et là, en fait, on suit, en fait, c'est en Angleterre, et il y a comme une guerre, en fait, des rivalités entre plusieurs fées, dont la fée Rêvage, qui veut se... En fait, les légendes ont cessé n'ont plus de pouvoir, parce que les gens ont cessé d'y croire, du coup, il y a une puissante fée Rêvage qui veut s'enfuir de cette prison pour reprendre le pouvoir, et on suit d'autres personnages, dont Philomène, qui est une fée voleuse, et il y a plein d'aventures, je vais pas m'attarder dessus, mais il y a ce côté-là très malin des personnages et qui ont beaucoup de réparties, il y a plein d'aventures et comme c'est la faillerie, on sait jamais où ça va aller, il y a plein de rebondissements grâce à la magie et voilà, j'aime beaucoup ces deux œuvres. Et on va repartir sur de la faillerie plutôt inquiétante, presque horrifique, avec Silver in the Wood d'Emily Tesh. Alors c'est une novella, alors pour le coup c'est anglais et ça n'a pas été traduit encore, je suis désolée. Mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment ce côté folklore, puisqu'on va suivre en fait un jeune noble qui s'installe en fait à Green Hollow, qui est une demeure vraiment dans la forêt, et qui est passionné par tout ce qui va être mythe autour des fae, du peuple de la forêt. Et il se peut qu'il y ait bien une sorte de peuple, un peu comme dans le déraciné Naomi Novik que j'aurais pu citer là, où c'est ce côté, c'est la forêt qui va littéralement prendre vie et s'incarner juste sous la peau et posséder, et ce côté vraiment très inquiétant de la forêt, des failles de la forêt. Il y a une relation très touchante qui va se lier entre, du coup, c'est Mr. Finch, je crois, je sais plus, Tobias, qui est un peu en fait le garde-chasse de cette demeure, enfin c'est l'homme à tout faire, et du coup Henry Silver qui est le jeune homme qui va venir vivre ici. Moi on me l'avait recommandé, je l'avais vu dans une sélection parce que je voulais des ouvrages qui représentent la même vibe que le film The Green Knight, que j'adore par l'ambiance étrange, fantasy végétale, un peu gothique, baroque, voilà, et il y a ça dedans. On reste chez les fées aussi belle, puissante qu'inquiétante avec la duologie Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer. J'en ai déjà parlé dans 2 points lecture, donc je vais pas revenir en détail dessus, mais ce côté peau d'âne, la fée des lilas, la fée des bois, le personnage de Blanche, c'est un female rage hyper intéressant, tout ça correspond parfaitement au printemps. Je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Moi, j'étais pas déçue, je trouve qu'il était à la hauteur de sa réputation. Donc voilà, réécriture de Peau d'âne notamment, mais de différents contes et récits médiévaux. Il y a plein de clins d'œil. Voilà. Et ça a fait très printanier quand même ces couleurs. Et on va rester dans la réécriture de contes avec les œuvres de Flore Vesco, notamment D'or et d'oreiller, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les livres Ghibli, mais elle a également fait d'autres ouvrages, comme du coup L'estrange malaventure de Mirella, qui est une écriture de genre de Flux de Hamelin, de Délicieux enfants, une écriture du Petit Poucet, et celui-là c'est La princesse au petit pois. Donc voilà, c'est toutes les réécritures de Flore Vesco, vu que c'est des réécritures de contes qui sont malines, intelligente, une super plume poétique et enfin, j'adore ces univers, ces personnages. Un côté très printanier, je trouve. Je vais parler rapidement des éditions Magic More, même si elles ont fermé leurs portes. Vous avez peut-être certains de leurs ouvrages dans votre bibliothèque, ou alors vous pouvez peut-être les trouver encore d'occasion, puisque c'était une maison d'édition spécialisée dans la réécriture de contes, donc mon thème actuel, mon chapitre actuel.
et certaines réécritures de contes étaient très printanières, notamment fin de partie de Mérida Reinhardt, qui est une réécriture slash préquelle d'Alice au Pays des Merveilles, où on va suivre en fait Alaïs, qui est donc cette jeune femme, qui est flouturière. Ça veut dire que c'est une couturière fleuriste, c'est une couturière qui confectionne des fleurs, enfin des robes à l'aide de fleurs, pardon, et elle va... Comment dire, parce que si, je vais vous révéler. On comprend que son destin est lié à celle qui deviendra la reine rouge, hein, la reine sanglante qui veut couper plein de têtes, qui est souvent mélangée dans les adaptations avec la reine de cœur d'ailleurs, enfin ce côté reine rouge, reine de cœur. Voilà, et donc on va suivre le Pays des Merveilles et le destin d'Alaïs. Et Mérida a la force en fait d'avoir su reproduire le ton si particulier de Lewis Carroll que moi je trouve très difficile à reproduire, ce côté absurde, très propre à Carroll. Donc si vous aimez bien Alice au Pays des Merveilles, ce roman est fait pour vous. On a également Fleur d'épine. Je pense que le titre, la couleur de la couverture, tout ça, ça vous donne une idée de pourquoi j'associe cela au printemps. C'est une écriture de La Belle au bois dormant, mais du point de vue du prince qui va partir, cette belle princesse endormie depuis son temps qu'il ne connaît pas finalement, avec toute la pression qu'il y a sur ses épaules parce que tout l'avenir en fait, du royaume repose sur la réussite de cette mission. Donc on va suivre ce prince qui s'appelle donc Alaric, et on va suivre également Ariane, sa petite sœur, qui va décider de partir le suivre dans sa quête pour vivre quelque chose et pour aider son frère. Et c'est un beau roman d'apprentissage, je trouve, un beau roman initiatique qui a un véritable hommage aux variantes de La Belle au bois dormant. Et enfin, je vous parle rapidement de mon roman Le cœur des ronces, qui est une réécriture de Peau d'âne qui reprend des aspects du songe de nuit d'été dont je vous parlais tout à l'heure, où on va suivre du coup la fée des lilas, Hermeline, qui va tenter de protéger sa filleule, la princesse Désirée, du danger qui rôde à l'intérieur même du palais. Si vous connaissez Peau d'âne, vous voyez de quoi je veux parler, mais alors trigger warning, ça parle d'inceste, de VIOL, puisque j'ai voulu parler de la culture du viol qu'on retrouve, je trouve, une sorte dans le conte, puisque c'est la princesse qui doit se déguiser en âne et fuir littéralement, et tandis que le père qui est à l'origine de toutes ces horreurs reste tranquille chez lui, n'est jamais puni. Donc je voulais retravailler ça à travers le personnage d'Hermeline et cette filleule qu'elle est censée protéger, même si elle le veut, même si elle l'aime, elle ne saura pas forcément la protéger. Et il y a différentes fées des fleurs, il y a la fée des lilas, il y a Rosamonde, la fée des ronces. Et vraiment, j'ai mis en scène les faées, la nature, et aussi ce côté-là, l'enfance à travers Désirée. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas peur des trigger warnings dont je vous parle, lisez Le cœur des ronces si jamais. Ensuite, nous avons La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Alors ça fait débat. Certains le liront au printemps, certains le liront en automne, puisque ça fait partie de ces romans de l'entre-deux. Ça se passe en fait entre deux mondes, entre le monde réel et le monde des faées. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est surnaturel? Donc ce doute du fantastique. C'est de la fantaisie gothique, c'est du conte gothique, voilà, ce côté-là, puisque il y a un côté une grande demeure gothique, fantastique, le doute, et il y a le côté, toutes les références aux différents contes de fées et à la féerie, qui fait que on peut lire en printemps comme en automne. J'en ai parlé dans un update lecture plus en détail, et j'ai fait un live sur la chaîne de Perceline puisqu'elle a organisé une lecture commune autour de ce roman. Donc si vous voulez vous entendre parler pendant presque 2 heures, voire plus, de ce roman plus en détail, allez-y, je vous mets le lien dans la description. Et enfin, pour conclure cette partie, je vais vous parler de Si l'on me tend l'oreille d'Hélène Vignal. Alors pour le coup, c'est pas de la féerie, c'est plutôt ce qu'elle a pensé au conte d'antan. On va être en fait dans le royaume des 3 provinces, où en fait il y a un prince tyrannique qui va interdire
aux gens nomades de continuer à de vivre, donc les gens qui sont les forains, les gens du voyage, etc., qui va leur imposer la sédentarité. Et on va suivre en fait Gruzna, qui est une jeune fille qui vit dans une petite roulotte qu'elle traîne partout derrière elle pour faire différentes foires du pays, pour faire dire la bonne aventure, et elle va croiser au cours de ce périple, parce qu'il y aura une sorte de rébellion qui va se lever contre cette décision du prince. Elle va croiser d'autres personnages très attachants, et c'est écrit à la façon des contes d'autrefois. Par exemple, ça commence ainsi. Aux 3 provinces comme ailleurs, on s'arrangeait gentiment du malheur, de l'allégresse, de la violence et de la bonté des êtres. C'était un pays simple, simplement nommé parce qu'il rassemblait 3 provinces, celle des vents chauds, celle des vergians, et enfin le littoral. C'est un récit très poétique et mélancolique. Alors, trigger warning, il y a une scène d'agression S au début, qui n'est pas décrite explicitement, pas du tout. Mais bon, moi je sais que c'est quelque chose qui peut me toucher, et là ça a été pour moi, donc voilà. Mais c'est un beau récit sur un personnage féminin, sur la sororité, l'amitié, la famille que l'on choisit, la femme family. Franchement, c'est un livre que je vais relire bientôt, je pense. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter les livres que je n'ai pas encore lus, mais que je pense qu'ils peuvent correspondre à la thématique du printemps. En fait, c'est ma pile à lire, enfin pioche à lire de ce printemps 2026. Je vais aller piocher dedans. J'ai noté notamment Nettle and Bond de T. Kingfisher, que je vais lire sûr parce qu'il est dans mon challenge 12 livres pour 2026. C'est une copine qui me l'a choisi, donc il faut que je lise cette année. Je vais également lire La chasseuse et l'alchimiste, Divine rivalité, Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda, qui est écrit sur Clésévic sous un autre nom, L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et enfin La Stièvre et le givre de Léa Silol. Tout ça, c'est des récits parce que c'est de la fantaisie, un peu avec de l'amour. L'ambiance qui s'en dégage m'a l'air très nature. Il y a de la féerie. Léa Silol, je vais enfin découvrir cette autrice française, francophone en tout cas, je crois, spécialiste de la féerie à la française, dont on me parle souvent du travail, et je n'ai pas encore découvert. Donc voilà, ça va être fait cette année normalement. Et j'ai également une wishlist de titres que j'ai repérés, que je lirai pour un prochain printemps. Par exemple, Ludembrume d'Hope Mirles, qui est un classique de la féerie anglophone, c'est britannique je crois. Il y a Golden Age de Fabrice Collin, Ganymède, Fée Blanche, Ombre du Thym, Hélène de Windhorn, qui est un roman graphique qui me fait vraiment penser au clairvoyage dans ce que j'ai vu. Toutes ces œuvres-là, je vais me les procurer bientôt. Elles vont atteindre ma pile à lire printanière. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que je fais fausse route ou non en les classant dans des lectures printanières? Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je me suis pas trop épiloguée sur chaque titre parce que j'ai déjà 45 minutes d'enregistrement et je dois partir dans 5 minutes au travail. Donc, allez, on conclut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez d'autres livres printaniers? Alors moi, je lis beaucoup d'imaginaire, c'est pour ça qu'on est resté dans le domaine imaginaire. Mais est-ce que vous avez d'autres titres du printemps à me conseiller? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, à rebondir sur ma sélection. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas, ou sinon juste à mettre quelques emojis fleuris puisque c'est le printemps. Voilà, on se donne rendez-vous vendredi qui vient, le 17 avril à 18 h pour le live sur Les Misérables. Après, je pense que je ferai une petite pause YouTube puisque je pars en vacances quelques jours, donc je n'aurai pas le temps de filmer, de me poser pour filmer. Et on se retrouvera très vite au mois de mai pour plein de sélections, de recommandations culturelles, d'updates lecture, etc., etc. Je vous fais de gros bisous en vous remerciant d'être là. Et à bientôt. Bisous!